Imaginez un pays où vous pouvez passer des heures sans croiser un seul enfant dans la rue. Où chaque personne que vous rencontrez connaît au centième près le taux de fécondité. 0,75 enfants par femme en 2024. Loin, trop loin des 2,1 nécessaires au renouvellement des générations. Un pays où le système de retraite, la croissance économique sont en sursis. Un pays tout entier qui a l'impression de vivre au bord du précipice. En 2024, le président de la République conservateur, destitué depuis, a sonné la mobilisation générale pour sauver la Corée, bien que lui-même n'ait pas d'enfant non plus. La question du faible taux de natalité peut être considérée comme une urgence nationale. Et la mobilisation commence par les enfants qui restent. Dans la ville de Songnam, près de Séoul, la mairie a mis en place des cours de démographie pour tous les élèves, de la primaire au lycée. Aujourd'hui, une classe de CE2. Alors, on va regarder. Notre pays compte aujourd'hui 51,75 millions d'habitants. Et dans 20 ans, à votre avis? On est curieux de savoir, n'est-ce pas? Petit à petit, la courbe va descendre et en 2072, dans à peu près 50 ans, la population aura beaucoup baissé pour atteindre 36 millions d'habitants. Qu'est-ce qui se passe si ça baisse? Si la population baisse, ça va être compliqué pour le pays de survivre. L'idée n'est pas seulement d'alerter les élèves sur la crise démographique en cours, mais de les préparer à y remédier. Et pour ça, la ville a imaginé un quiz. En fonction des options choisies par les enfants, la population augmente ou continue de diminuer. L'entreprise de vos rêves vous propose d'aller travailler à l'étranger, alors que vous devez vous marier. Réponse A. Quelle opportunité, je pars. Réponse B. J'ai quelqu'un que j'aime, je préfère me marier. Qui a choisi B, je me marie? Plus 50 000 habitants. Est-ce qu'ils sont pas un peu petits pour qu'on leur parle de tout ça? Moi, je pense que c'est l'âge idéal. Parce qu'après, quand ils deviennent adolescents, au collège ou au lycée, ils ont tendance à être beaucoup plus difficiles à convaincre. Il y a même des élèves qui me disent « Vous essayez de nous laver le cerveau ou quoi ?» Entre 2006 et 2021, l'État sud-coréen a pourtant investi 193 milliards d'euros pour tenter d'enrayer l'effondrement de la démographie. En vain. Dans un pays très peu ouvert à l'immigration, les entreprises ont commencé à craindre de manquer de main-d'œuvre et se sont lancées elles aussi dans la bataille. Suivant l'exemple du PDG de Bouyang, une société de construction, qui a décidé de verser 63 000 euros à chaque salarié qui aurait un nouveau-né. Pour la première fois en 9 ans, le nombre de naissances a augmenté en 2024, mais de seulement quelques milliers. Je vous le règle. C'est bon là? Oui, c'est bon, merci. Désarmés face à cette jeunesse qui refuse d'accomplir son devoir reproductif, les seniors ont décidé de repartir au front, ou presque, pour sauver leur pays. Dans un pays qui vit sous la menace permanente de son voisin du Nord, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes pendant 18 mois minimum. Mais avec la chute des naissances, le nombre de conscrits baisse chaque année. En Corée du Nord, ils ont 1 300 000 soldats. Mais en Corée du Sud, avec le taux de natalité actuel, on va se retrouver avec moins de 150 000 soldats. C'est n'importe quoi. Vous imaginez 1 300 000 d'un côté et 150 000 de l'autre? Garde à vous. Repos. Demi-tour, droite. L'armée des seniors revendique 500 membres au total, de 55 à 75 ans. Est-ce que vous comprenez les jeunes Coréens qui n'ont plus d'enfants?
Moi, ce que je pense, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme avec leurs différences pour qu'ils s'unissent et se complètent l'un l'autre. Donc, je pense que c'est le rôle de nos jeunes de se marier et d'avoir le plus d'enfants possible, et ce pour notre bien à tous. La crise de la natalité puise aussi ses racines dans ce conflit de générations qui ne se comprennent pas. Plus haut, plus haut. À l'image de ce régiment de patriotes, la société sud-coréenne reste profondément conservatrice. En réaction, le pays a vu naître à la fin des années 2010 l'un des courants féministes les plus radicaux de ces dernières années. Le mouvement 4B. Il tient en 4 principes. Ne pas se mettre en couple avec des hommes, pas de sexe, pas de mariage, pas d'enfants. Rares sont les Coréennes qui s'en revendiquent encore publiquement, tant le mouvement a fait polémique. Mais pour ces militantes féministes, il est révélateur. Moi qui ai 38 ans, j'ai vu toutes mes amies de la fac qui étaient des femmes brillantes, indépendantes, être entraînées dans une spirale infernale quand elles sont devenues mères, qui les a contraints à devoir abandonner leur carrière pour élever leurs enfants. Et je trouve ça vraiment triste. Les militantes organisent régulièrement des actions pour dénoncer les violences physiques et sexuelles que subissent une très large proportion des Sud-Coréennes. Dans le pays, une femme sur 3 en est victime, au moins une fois dans sa vie. Ça nous met vraiment en colère que la société pense que le problème de la dénatalité peut se régler simplement en donnant de l'argent aux femmes. Nos gouvernants ne comprennent rien. Ils ont eu des idées hallucinantes. Par exemple, à un moment, ils voulaient faire des formations pour les femmes en âge de procréer. Ils ont aussi voulu publier des graphiques qui comptabilisaient région par région le nombre de femmes fertiles. Ça a déclenché un tollé chez les femmes et ils ont dû abandonner. On a vraiment l'impression que l'État nous considère comme des machines à faire des bébés, sans chercher à mettre en place les conditions propices pour que les femmes puissent avoir et élever des enfants. Veuillez applaudir la mariée. Tu es trop belle. En Corée du Sud, plus qu'ailleurs, c'est un petit événement qui a lieu ce matin. Le nombre de mariages a chuté de 40% en 10 ans. Or, dans cette société très traditionnelle, il est impensable d'avoir un enfant sans être marié. Pour les pouvoirs publics, il y a donc urgence à provoquer plus de coups de foudre, comme celui de Suna et Taegyo. La première fois que je l'ai vue, j'ai su tout de suite que j'allais me marier avec elle. Les jeunes mariés ne se sont pas rencontrés par hasard. Mais lors d'un speed dating, orchestré il y a 2 ans par le maire de leur ville, pour relancer la natalité. La crise démographique est telle que l'élu en organise désormais 8 par an, dans l'espoir de voir naître des amours et des bébés. C'est peut-être aujourd'hui que vous allez rencontrer la personne qui va changer votre vie. Et maintenant, on va jouer à pierre, feuille, ciseaux. Shifumi. Moi, je suis là parce que j'ai envie de me marier. J'ai l'impression que c'est plus dur ces temps-ci de rencontrer quelqu'un. Notre génération, on est très solitaire. On a tendance à ne pas trop sortir de chez nous, donc les opportunités se font plus rares. Tu es très jolie. Ils sont 50 femmes et 50 hommes, de 28 à 40 ans, répartis à chaque table par une intelligence artificielle, selon leur compatibilité supposée. Alors, est-ce qu'il y a des filles qui vous ont plu ? Oui, il y en a 3. J'espère que l'une d'entre elles me matchera en retour. À l'issue de la soirée, animés par 2 amoureux et leur chien, 22 couples ont matché. L'histoire ne dit pas encore s'ils contribueront à relancer la natalité. Doit-on à son pays de faire des enfants pour sauver la patrie ?
Ou est-ce à la société de s'adapter à la baisse du désir d'enfant? Dans la région rurale autour de Yangpyeong, au milieu des rizières, l'école Gosang a été construite pour accueillir 150 élèves. Elle n'en compte plus que 7, répartis en 2 classes. Ah, vous avez fait vos devoirs. Alors le directeur a eu l'idée de proposer aux grand-mères du village, privées d'éducation quand elles étaient petites parce qu'elles étaient des filles, de rejoindre la classe pour apprendre à lire et à écrire. Je vais vous demander d'écrire une rédaction sur la journée découverte que nous avons faite vendredi au parc d'attractions. Repensez à tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti. Et écrivez ce qui vous a le plus marqué. J'ai vu tellement de choses incroyables. Je ne sais même pas quoi écrire. C'est ma 5e année d'école. J'avais 80 ans quand je suis arrivée. Et j'ai aujourd'hui 85 ans. Donc ça fait 5 ans que j'étudie. Au départ, on était 4 à entrer à l'école en même temps, 4 mamies. Mais on n'est plus que 2, parce que les 2 autres sont devenus séniles. Mais nous 2, on a le même âge. Et on compte bien l'avoir, notre diplôme de fin d'école primaire. Est-ce que vous avez peur de ne plus avoir de travail un jour s'il n'y a plus d'enfants? Ça m'inquiète, oui. Même cette école, on ne sait pas quand elle viendra à disparaître. Mais c'est un phénomène national, on n'y peut pas grand-chose. Tant qu'il y aura des élèves, en tout cas, je ferai tout pour leur donner le meilleur enseignement possible. Et si l'on est amené à disparaître, eh bien, ce sera l'occasion de découvrir un autre métier. En suivant la trajectoire actuelle, la Corée du Sud pourrait perdre un tiers de ses habitants d'ici 2070. Une catastrophe nationale, ou l'occasion pour tout un pays de se réinventer. Voilà, retour sur le plateau d'Objectif Monde où l'on retrouve nos invités. Marie-Orange Rivet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, spécialiste de la Corée contemporaine, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Cité et co-auteur des 2 Corées à la documentation française. Voilà, merci d'être avec nous. Avec nous également Lionel Faton, vous êtes maître de conférences en relations internationales au campus genevois de Webster et spécialiste de l'Asie dans son ensemble. Et puis vous, Benjamin Joanneau, vous êtes anthropologue, spécialiste en études coréennes, maître de conférences à l'université Hongik à Séoul et vous êtes également l'auteur de Croquis de Corée. C'est un guide illustré de la culture coréenne. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Première question à Marie-Orange Rivet, vous m'en voudrez pas. Cette chute de la démographie, est-ce qu'elle ne trouve pas aussi ses racines, Marie-Orange Rivet, dans la politique de limite des naissances qui a été en fait supprimée qu'en 1990 en Corée du Sud? Oui, c'est-à-dire que dans les années 60, avec l'exode rural et l'urbanisation qui accompagne en fait l'industrialisation du pays, bien sûr, il a fallu réguler les naissances. Et d'une société rurale, on est passé à une société urbanisée. Donc là, il y a eu un planning familial et effectivement, il y a eu moins de naissances. Mais après, dans les années 90 et puis les années 2000, il y a vraiment eu le désir d'enfant qui a commencé à diminuer pour de multiples raisons dont on a vu certaines dans le reportage. Justement, Lionel Faton, est-ce que vraiment les Sud-Coréens risquent, comme on l'entend dans ce sujet, de manquer de bras, notamment en cas de conflit contre la Corée du Nord? C'est une vraie crainte? Le rapport de force est parlant. 1,3 million contre 500 000, il y a quand même un ratio qui est inquiétant. Et la tendance démographique fait que ce ratio, malgré la conscription obligatoire des garçons, va s'aggraver. Maintenant, il faut aussi relativiser. C'est-à-dire que la puissance militaire, il y a clairement un élément quantitatif, il y a aussi un élément qualitatif.
Et les forces armées sud-coréennes sont technologiquement beaucoup plus développées que les forces armées nord-coréennes, à part dans certains domaines comme la balistique. Et ensuite, intéressant aussi, c'est que la pression démographique, c'est-à-dire ce déclin démographique, pousse aussi les forces armées, non seulement en Corée du Sud, mais dans d'autres pays affectés par ces sociétés qui voilà, ne produisent plus assez d'enfants, poussent les forces armées à automatiser, voire à autonomiser leur système d'armement. Ce que vous voulez dire, c'est que les robots pourront prendre la place ou remplacer les êtres humains en cas de conflit. Et ça, peut-être que la Corée du Sud, à ce jeu-là, est beaucoup plus forte que la Corée du Nord. Certainement. Après, est-ce que ça remplacera, est-ce que c'est la solution miracle? Certainement pas. Mais par exemple, la Corée du Sud a un robot Sentinelle qui est déployé dans la zone démilitarisée, fait par Samsung, par ailleurs, ils ne font pas que des smartphones. Voilà, pub, désolé, placement de produit, et qui a la capacité voilà, de faire le travail d'une sentinelle humaine. Donc... Et par extension, ça peut peut-être permettre de compenser la baisse de la démographie, c'est-à-dire le manque de main-d'œuvre. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais c'est assez clair que en Asie du Nord-Est, enfin dans les sociétés de l'Asie du Nord-Est qui sont affectées par le déclin démographique, on voit l'apparition de robots dans les restaurants. Donc il y a voilà, gentiment une automatisation, une autonomisation de la société et des forces armées quand on vient à la relation avec la Corée du Nord. Benjamin Joanneau, vous qui vivez au quotidien à Séoul, l'autre piste à laquelle on pense, c'est bien sûr l'immigration. Alors est-ce qu'il y a une évolution justement dans les esprits des Sud-Coréens vers une acceptation de plus d'immigration, de plus d'immigrants, justement pour pallier ce manque de main-d'œuvre? Malheureusement, non. Malheureusement, depuis quelques années, on a pu croire, peut-être dans les années 2010, qu'il y allait avoir des politiques beaucoup plus positives. Mais en fait, depuis quelques temps... la réalité que nous pouvons voir en Corée du Sud, c'est qu'il y a, certainement avec le rétrécissement de l'économie, du marché du travail, une grande réticence des hommes politiques, de la classe politique, à avoir des politiques migratoires qui seraient ouvertes. Dans le reportage, Benjamin Joanneau, on entend parler justement de ce courant féministe évoqué dans des 4B, ne pas se mettre en couple avec un homme, pas de sexe, pas de mariage, pas d'enfant. Ce mouvement féministe, il est encore très fort. Alors, il a été stigmatisé, comme tous les mouvements féministes assez radicaux, parce qu'il y a eu des coups d'éclat, et en particulier des dérapages de la part des féministes, avec des propos, par exemple, homophobes, etc. Ce qui fait que je pense qu'actuellement, le mouvement ne représente plus grand monde en termes de membres, de nombre de membres. Mais je pense que ces 4B, ces 4 interdits, doivent toucher beaucoup de jeunes femmes qui vont en observer 1 ou 2 ou 3 sans nécessairement se réclamer de ce mouvement. On peut dire que c'est une société encore très machiste, la société sud-coréenne. Oui, même si elle a beaucoup évolué, les mentalités ont énormément changé dans les 20-30 dernières années. Il n'empêche que l'imaginaire de la longue durée coréenne est très marqué par une société patriarcale, des valeurs patriarcales, et donc effectivement une forme de machisme. Et il y a des violences qui sont faites aux femmes, c'est un problème important? C'est un problème important et qui passe sous le radar, parce qu'on dit toujours que la Corée du Sud est un pays très agréable à voyager, à visiter, parce que justement il y a un grand sentiment de sécurité. Mais je pense que c'est moins vrai si l'on est une femme, et en particulier une femme coréenne, et on l'a vu dans le reportage. Marie-Orange Rivet, je voulais qu'on revienne avec vous sur un petit peu d'histoire. Il y a plusieurs années, 200 000 enfants quittaient la Corée du Sud pour être adoptés à l'étranger. Alors parmi eux, des orphelins, mais pas uniquement. Le pays a récemment reconnu pour la première fois sa responsabilité dans l'adoption illégale ou abusive. C'était au début de la guerre en Corée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir, nous rafraîchir la mémoire sur ces événements? Alors c'est vrai qu'au moment de la guerre, il y a eu des orphelins, ça c'est avéré. Le problème en Corée, c'est que ce phénomène de mise à l'adoption d'enfants a continué après la guerre. Et en particulier pendant l'urbanisation et l'industrialisation, certains enfants ont été considérés comme des fardeaux pour les familles, et donc ils ont préféré les donner à l'adoption. C'était plus que seulement des orphelins qui étaient touchés. Et là, ça donne vraiment une idée particulière. Ça fait écho quand même à ces familles très traditionnelles. Si jamais il y avait un divorce, par exemple,
exemple, eh bien, les parents préféraient mettre les enfants à l'adoption pour permettre aux 2 parents restants bien, de refaire des familles en faisant table rase du passé. Parce que, eh bien, quand on a des enfants, enfin quand on divorce, normalement, les enfants restaient avec le père, notamment, et donc ça posait des problèmes parce que les filles qui étaient dans ces familles étaient déconsidérées. Donc pour une mère qui divorçait, il valait mieux envoyer à l'international les enfants. Mais ça a posé des problèmes importants parce que certains de ces enfants adoptés, pour l'Europe, c'est à peu près 70 000 enfants qui ont été concernés par ces adoptions. Certains ont voulu retourner en Corée et l'accueil n'a pas été très bon dans la plupart des cas. En fait, on ne les attendait pas ou bien on leur demandait de l'argent, en fait. Mais voilà, en fait, c'est ça qui est un petit peu un drame au niveau international concernant ces enfants. Benjamin Joanneau, ces adoptions qui pour certaines étaient abusives, certains n'étaient ni orphelins ni abandonnés, ils étaient juste achetés sans que les parents d'ailleurs soient complètement conscients qu'ils ne reverraient pas leurs enfants. C'est un sujet dont on parle en Corée. Oui, mais c'est un sujet qui demeure tabou. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau, par exemple, législatif pour mieux accueillir les orphelins. D'ailleurs, le pays a reconnu sa responsabilité. Tout à fait, récemment, mais très récemment. Ça reste un sujet douloureux, je dirais, d'autant plus qu'il y a parfois une volonté d'assimiler ces adoptés coréens comme s'ils étaient des purs Coréens. La difficulté, c'est qu'un enfant qui a eu toute son éducation à l'étranger, quand il arrive en Corée, pour lui, c'est un pays exotique et différent. Et donc, il y a une vraie difficulté pour s'intégrer pour beaucoup d'adoptés coréens qui reviennent au pays. Il n'y avait pas aussi cette idée, d'aucuns disent, d'aucuns évoquent une politique, entre guillemets, de purification de la population dans un pays qui prône l'homogénéité. Il n'y avait pas cette idée aussi, par exemple, de refuser les enfants métis qui seraient nés d'une mère coréenne ou d'un père américain, notamment pendant la guerre ? Oui, c'est arrivé. Après, je ne pense pas que le mot d'épuration, qui est peut-être hors contexte, purification, pour la Corée est peut-être hors contexte. Toujours est-il qu'il y avait et qu'il y a encore un imaginaire qui est construit sur l'idée du sang unique, d'un peuple à sang unique, Tanil Minjok en coréen, et qui donc donne l'idée que tout enfant métis est une forme de perte de pureté de l'ethnie coréenne.